Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Aux yeux de Léonard a 30 ans. Il est en pleine possession de ses moyens dans la force de l'âge. Il a 30 ans et il a bien compris que la très platonicienne Florence n'était pas conforme à ce qu'il aime, à ce qu'il espère. C'est l'homme des expériences, Léonard, et donc c'est dans la plus aristotélicienne Milan qu'il va essayer de s'installer pour essayer de donner quelque chose à l'empirisme. Il profite du voyage de l'ambassadeur de Florence à Milan, Rucellai. En tout cas, c'est une des possibilités. Laurent de Médicis peut-être envoie Léonard à Milan en ambassade artistique en signe de paix entre la République de Florence et le duché de Milan. C'est toute l'affaire de la Grande Lyre. Je n'entre pas dans ce détail. À l'époque, le duché de Milan est dominé par Ludovic Sforza, qu'on appelle Ludovic le Mort. Le Mort en raison de son teint mat, il ressemble à un Maure, mais bon, ça s'écrit M-O-R-E. Il n'est pas l'héritier légitime du duché, ce Ludovic. En fait, il exerce le pouvoir au nom de son neveu, Gian Galeazzo, qui à l'époque est encore trop jeune. Il lui faut donc asseoir sa légitimité et ça suppose d'organiser de grandes fêtes, de construire un beau palais, d'avoir autour de lui des artistes. Ludovic veut prendre le tournant de l'humanisme. Les temps sont propices pour les artistes qui veulent se faire un nom. Mais à Milan comme à Florence, la concurrence est rude. L'ambassadeur florentin, Rucellai, va donc présenter Léonard à la cour des Sforza. Sans grand succès, Léonard se présente, et il faut lire d'ailleurs l'espèce de curriculum vitae qu'il adresse à la cour de Ludovic le Mort. Il se présente comme un ingénieur militaire. C'est ce dont on a le plus besoin à l'époque. Il est l'homme de toutes les inventions, l'homme de toutes les techniques. C'est un polytechnicien au sens propre du terme. Il a une qualité, le Toscan, c'est qu'il est sympathique. De ce point de vue-là, tous les témoignages concordent. Il a le contact facile, il aime discuter, il est drôle. Il est assez bon vivant. On le voit de temps en temps s'encanailler dans une taverne en dehors de la ville. Et il va profiter de cette période milanaise, d'arriver à Milan, pour continuer d'apprendre, lui qui est si curieux de tout. Il n'avait pas pu, en tant qu'enfant illégitime, il n'avait pas pu faire de véritables études. Vous savez, il ne connaissait pas le latin, par exemple. Eh bien, il va s'y mettre au latin. Et on le voit devant sa grammaire latine, apprendre les déclinaisons, les conjugaisons, avec, disons-le, une facilité déconcertante, surtout lorsqu'on pense qu'il a 30 ans. C'est très facile d'apprendre quand on a 12 ou 15 ans. Ça devient un peu moins facile de le faire quand on en a 30 ou 35. Et puis, il lit les poètes, les philosophes, les historiens, les physiciens, tous les traités qui lui passent sous la main, beaucoup de traités techniques, bien entendu, et physiques. Il faut dire qu'il a à sa disposition de très riches bibliothèques, notamment la bibliothèque de Pavie. Il aime les modèles théoriques, il aime la science appliquée, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'hydraulique. L'eau, c'est le sang de la terre, dit-il. Écrit-il même dans sa fameuse écriture spéculaire. Il veut savoir comment elle jaillit, cette eau est coule et réagit à la pression. Il dessine des tourbillons, des vagues, des rouleaux. Il recopie des croquis sur tous les sujets par centaines sur des feuillets qui plus tard seront reliés, deviendront les codex bien sûr. On a récupéré 7000 pages, mais il est probable qu'on en ait perdu 3 fois plus. Vous imaginez tout ce qu'a pu noter, recueillir, compulser Léonard, ingénieur militaire qui imagine des armes nouvelles, des chars même si on n'en construit pas, pour l'instant ça reste une idée. Dans ses carnets, il écrit aussi toutes sortes de petits rébus, des énigmes, des petites fables. Il aime le jeu, il aime jouer avec la vie et avec l'infinie quantité de ce qui se présente dans le monde. N'oubliez pas le conseil que lui donnait autrefois son grand-père, Pollocchio. Léonard de Vinci aborde la vie avec ampleur, avec générosité, et vous l'avez compris, avec cette espèce d'inextinguible curiosité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça n'empêche pas l'artiste de revenir à la peinture, bien entendu, et au dessin. C'est là qu'il excelle peut-être davantage qu'en d'autres domaines. Toutes les connaissances qu'il a réussi à accumuler finissent par enrichir sa peinture. Le peintre se doit d'être un bon anatomiste afin de pouvoir représenter les parties nues du corps humain et de connaître l'anatomie des tendons, des nerfs, des os et des muscles, écrit-il.
Il se garde d'un naturalisme pour autant qui serait trop précis. Les membres qui ne sont pas en mouvement doivent être dessinés sans faire saillir les muscles. Si l'on agit autrement, on aura imité un sac de noix plutôt qu'une forme humaine. Léonard cherche les proportions idéales pour dessiner le corps. Il va lire le traité de Cennino Cennini, le Libro dell'arte, mais il dessine ses propres études avec toutes sortes de schémas qui aboutissent à ce fameux dessin de 35 cm sur 25 qui est fait à la plume, à l'encre, et qui est daté de 1490-92, l'homme dans deux positions superposées dans un cercle, avec en dessous un commentaire de Léonard sur un traité de l'architecte antique Vitruve, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre taille d'1/14, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera le nombril et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. L'homme de Vitruve est né, la proportion idéale d'un corps humain qu'avaient depuis si longtemps maîtrisé les antiques, mais auquel Léonard donne une théorie. Bon, pendant ce temps-là, on ne lui commande pas grand-chose. Il va se faire engager dans un atelier qui déjà a pignon sur rue, l'atelier des frères Prédis. En 1483, les franciscains commandent un retable pour l'église de Saint-François Majeur et c'est Léonard qui va peindre une scène des évangiles, Marie qui a l'enfant Jésus dans les bras et qui fuit le massacre des innocents ordonné par Hérode. À l'entrée d'une caverne, elle rencontre Élisabeth et son fils Jean-Baptiste qui eux aussi sont en fuite. Vous voyez où je veux en venir. Ça va être la Vierge au rocher, bien entendu, dont les personnages forment là encore une pyramide. Au sommet, vous avez Marie, dont le doux visage est penché vers les deux enfants avec aux lèvres une sorte de sourire indicible, ineffable, bien plus que maternel. Elle a l'air d'être littéralement surgie de l'ombre et de la roche, peut-être de la brume à la manière d'une apparition. Vous connaissez la technique du sfumato, chère à Léonard, que les ombres et les lumières s'unissent sans ligne ni bordure, à la manière d'une fumée, dit-il. Il n'y a pas de contour. On ne cerne rien chez Léonard. Tout vient de manière ontologique et surgit du tableau. Dans l'effacement des contours, le trait du peintre disparaît sous la superposition de toutes sortes de couches de peinture. 4, 10 couches, 20 couches dans le cas de la Joconde, nous dit Jean-Yves Boriot. Mais les franciscains, pour autant, vont refuser le tableau, peut-être à cause du visage de Saint Jean-Baptiste, qui est plus gracieux que celui de Jésus, ce qui pose un problème d'ordre théologique. Léonard va devoir peindre une deuxième version, c'est ce qui explique que Londres et Paris aient chacun la sienne, n'est-ce pas ? Contrariété, mais Léonard relativise parce que pendant ce travail, une peste, devrais-je dire, s'est abattue sur la ville. Il a fui à la campagne à l'époque avec tous les siens pour échapper à ce fléau qui a décimé Milan en 1484. Alors, sa Vierge au rocher n'a pas eu l'heure de plaire. Léonard est de retour en ville où Ludovic Sforza l'apprécie. D'ailleurs, on lui a attribué un logement et un atelier dans la Corte Vecchia, dans ce qui était l'ancien palais ducal, magnifique d'ailleurs, à côté de la cathédrale en construction. Et Ludovic va demander à son ingénieur, car c'est ainsi qu'il le considère, et c'est ainsi que Léonard lui-même a toujours voulu se présenter, il lui commande l'organisation d'une fête pour le mariage de son neveu Gian Galeazzo avec Isabelle d'Aragon. Mariage extrêmement sensible et d'autant plus que Ludovic a bien l'intention de continuer à régner, à occuper le pouvoir à la place de son neveu. Les noces doivent se tenir à Naples devant des invités qui arrivent de toute l'Europe et on va construire pour l'occasion un automate géant. Léonard a conçu un guerrier à cheval qui va se présenter devant la mariée et lui offrir des fleurs. C'est tout simplement stupéfiant à voir. Eh oui, sauf que la mère d'Isabelle d'Aragon va décéder d'un coup. On reporte donc la fête. 1 an plus tard, elle va avoir lieu dans l'imposant château des Sforza à Milan cette fois. Et Léonard crée un décor extraordinaire, un dôme de verdure, un hémisphère étoilé, des jeux de lumière, des parfums, des musiques, des comédiens qui jouent les dieux de l'Olympe, et Apollon, Jupiter, Mercure, autour de cette mariée ravie qui n'en croit pas ses yeux. C'est un coup de maître. À partir de là, Ludovic Sforza va confier tous les événements de la cour de Milan à Léonard. Je cite Sophie Chauveau dans sa biographie.
Pour une autre fête, Léonard conçoit un bal de planètes qui tourne à l'aide de machinerie, portant ses acteurs en costumes mythologiques destinés à descendre du ciel sur un mont artificiel. L'horloge, véritable boîte noire des secrets de l'horloger, devient la métaphore de l'univers créé par Dieu. Décrypter les secrets du monde, c'est mettre au jour les mécanismes mathématiques mis en jeu par le Créateur. Construire des automates incarnés, des secrets merveilleux pour la plus grande joie des spectateurs, c'est, peu ou prou, se mettre à la place de Dieu. Oui, sans doute, y a-t-il une dimension démiurgique dans l'attitude d'un Léonard qui, chaque jour, va plus loin dans la quête des grands secrets de l'univers qu'il essaie d'appréhender à travers toutes les techniques possibles. Ludovic n'oublie toujours pas que Léonard est peintre, il va lui commander le portrait de sa maîtresse, Cecilia Galerani. Elle est belle, elle est cultivée, elle a 17 ans. Ludovic est amoureux, mais il lui faut épouser une fille de la maison d'Este, Béatrice, pour assurer son pouvoir. Et Léonard déjà avait honoré une commande semblable à Florence. C'était le portrait de Ginevra pour Laurent de Médicis. Il aime bien faire ce genre de portrait, Léonard. Le résultat, ça va être un nouveau chef-d'œuvre avec le visage éclairé d'un halo, d'une grâce incroyable qui se tourne vers la droite et qui avise un personnage hors du cadre. On imagine que c'est Ludovic qu'elle regarde et qui lui adresse cette espèce de sourire dont Léonard a le secret et qui va tellement fasciner tous les analystes de son œuvre. Le peintre excelle à dévoiler ce qu'il y a au fond de l'âme, les mouvements de l'âme, comme il dit. Cecilia tient une hermine dans ses bras, une hermine blanche, symbole de pureté. Elle aussi regarde du côté de l'amant. C'est une œuvre espiègle et contradictoire qui probablement n'a pas plu au Sforza. Le poète Berincioni décrit ce portrait, la belle Cecilia, dont les yeux pleins de charme font paraître d'ombres noires les rayons du soleil. Quel meilleur compliment pour Léonard, qui, vous l'aurez compris, ne travaille que dans la manière de sculpter l'ombre et la lumière. Le portrait en question, c'est la Dame Hermine, bien sûr. Le 22 juillet 1490, Giacomo est venu habiter avec moi le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Il a 10 ans, dit Léonard dans ses petits carnets. Giacomo, c'est le fils de Caprotti, le tailleur de la vigne de Léonard, une vigne que lui avaient offerte les Sforza. Bref, Léonard accepte de former ce gamin dans son atelier, un peu comme lui-même l'avait été dans la Bottega de Verrocchio, rappelez-vous, à Florence, puisqu'il a beaucoup d'élèves et de collaborateurs maintenant. Alors il est très beau ce petit Giacomo, il a l'air angélique, sauf qu'il sème la zizanie dans l'atelier, il vole tout ce qu'il peut, il vole 22 sols à un client, le lendemain il vole une pointe à un apprenti. Au début ça fait beaucoup rire Léonard, qui surnomme Salai ce gamin, le petit diable, Salai. Léonard le décrit voleur, menteur, têtu, glouton. Il doit tenir la liste des méfaits de Salai pour rembourser les victimes. Mais la vérité, c'est qu'il a pour cet enfant une sorte de passion paternelle. D'abord, il va l'utiliser beaucoup comme modèle. Désormais, tous les anges qui sont peints par Léonard posséderont les traits de Salai. Et puis, quand il grandira, il deviendra le modèle de tous les corps, de tous les jeunes gens représentés par Léonard. Notamment le Saint Jean-Baptiste, qui peindra 20 ans plus tard, et qui est un portrait de Salai. Certains ont même dit, je ne vais pas entrer là-dedans, j'ai fait une émission sur le sujet, que la Joconde elle-même serait une sorte de portrait de Salai. Pourquoi pas, après tout. Bref, Salai est dans la vie de Léonard, il n'en sortira plus. 16 juillet 1493, Catherine est arrivée, dit Léonard. Qui est cette Catherine ? Est-ce que ça ne serait pas la Catarina de Toscane, qui était sa mère, après la mort de son mari, et qui n'était pas le père de Léonard, puisque son père c'était Ser Piero, Ser Piero da Vinci. Peut-être qu'elle a rejoint l'enfant qu'elle n'a pas pu élever. Elle s'éteint en tout cas 2 ans après son installation dans la maison de Léonard. Elle aura vu sa réussite, parce qu'alors maintenant, il est à la tête de très grandes opérations, Léonard, et notamment, il va se lancer dans la statue équestre monumentale représentant le père Sforza, Francesco Sforza, à cheval, ce qu'on appellera le cavalier Sforza. Léonard imagine dans un premier temps un cheval cabré, l'animal doit mesurer 7 mètres de haut. C'est même plus monumental à ce niveau-là, c'est gigantesque.
Ce sera la plus grande statue jamais créée, tout simplement. Léonard s'enferre dans un projet dont il voit bien qu'il est difficile à réaliser, mais il s'y tient pendant des mois. Il s'impatiente, on s'impatiente en tout cas du côté de Ludovic Sforza, et Léonard va produire un modèle de l'espèce de monument de sculpture qu'il est en train de concevoir, un modèle à l'échelle, vous imaginez, qui va faire l'admiration de tous les visiteurs. Il est en argile, le modèle en question. On l'installe dans la Corte Vecchia. Et la renommée de Léonard est très grande maintenant. On est en train de commencer à concevoir le moule qui permettra de fondre cette gigantesque statue en bronze, à condition qu'on arrive à réunir tout le métal nécessaire. C'est pas gagné. Bon, vous savez ce qui va se passer. L'arrivée de Charles VIII et des Français. À Milan, Ludovic organise une stratégie défensive. Il réquisitionne tout le bronze qui avait été prévu pour la statue. Il le donne d'ailleurs à son allié d'Est pour faire des canons. Autant dire que le cheval a succombé aux guerres d'Italie avant même son érection, et d'autant plus que les arbalétriers français vont en faire leur cible et qu'ils vont détruire ce que les mains de Léonard avaient si artistement sculpté dans l'argile. Alors, les Sforza ont l'intention d'installer leur mausolée, leur nécropole dans le couvent de Santa Maria delle Grazie, et c'est pour le réfectoire de ce couvent qu'on commande la célèbre scène à Léonard. Vous savez, Jésus en compagnie de ses apôtres pour le dernier repas. Léonard veut représenter un instant très précis au moment où Jésus dit « L'un de vous me trahira » et on voit les réactions des 12 apôtres. Pas seulement de Judas, bien entendu. Et au centre de ces lignes, il y a Jésus, bien entendu, dont un effet de perspective le fait se détacher complètement de la composition. Et les autres apôtres sont par groupe de 3. Bon, vous connaissez évidemment cette œuvre par cœur. Hélas, cette œuvre, parce qu'il ne voulait pas travailler à fresque, Léonard aimait pouvoir retoucher, travailler dans la durée. Il n'aimait pas l'instantanéité de la fresque, et donc il a voulu travailler à la détrempe sur un support qu'il a imaginé, mais qu'il a mal imaginé, et qui a très mal supporté l'épreuve du temps. Vous savez qu'aujourd'hui, la fresque, il faut la deviner, il faut l'imaginer. D'ailleurs, il y a eu tellement de campagnes de restauration qu'on ne voit même plus ce qu'a voulu faire exactement Léonard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, les Français sont là. Le 6 septembre 1499, Milan va se rendre sans combattre. Ludovic Sforza s'était réfugié en Autriche chez les Habsbourg. En octobre, c'est le nouveau roi de France, Louis XII, qui prend brièvement ses quartiers dans le château Sforzesco de Milan. Château dont les voûtes, vous savez, avaient été en partie décorées par Léonard. Il faut aller visiter ça. Si vous avez une chose à voir à Milan, c'est tout à fait extraordinaire. Bref, les Français se sont installés là, bien sûr. Léonard, vous l'avez compris, est un pragmatique, un rationnel. C'est l'homme de l'empirisme qui avait trouvé dans ce creuset milanais exactement un atelier, si j'ose dire, à sa mesure. Il avait donné des grandes fêtes, il avait beaucoup travaillé sur toutes les techniques militaires, hydrauliques, et puis peint quelques tableaux, même cette extraordinaire fresque de Santa Maria delle Grazie. Il va être obligé de faire allégeance aux Français, Léonard. Il espère quand même une meilleure reconnaissance. Il se trouve que le roi Louis XII rentre en France. Il laisse Trivulzio, qui est une espèce d'affidé, très impopulaire du reste, à la tête du duché de Milan. Ludovic Sforza menace de revenir. Bref, Léonard met de l'ordre dans ses comptes. Il fait préparer ses bagages et il va emmener avec lui tous ses fidèles, Zoroastre, l'élève Pacioli. Il va emmener bien sûr le jeune Salai. Il a l'intention de s'installer là où Sforza n'osera pas venir le déloger, c'est-à-dire dans la République de Venise. Il était arrivé à Milan, il avait 30 ans. Il a acquis une réputation à l'échelle de toute l'Europe maintenant. Il a 50 ans et il va lui falloir de nouveau tout recommencer. Vous écoutez Radio Classique.